Bonjour, on continue la lecture de notre livre Finances d'entreprise, théorie et pratique de l'entreprise tunisienne. Merci de faire un like et de s'abonner à ma chaîne. Les grands groupes bancaires regroupent aujourd'hui généralement les métiers suivants. Banque de détail pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises. Les banques de détail servent d'intermédiaires entre ceux qui ont des fonds excédentaires et ceux qui ont besoin de financement. Les banques collectent des ressources auprès des premières et prêtent des capitaux aux secondes. Ils ont des millions de clients et adoptent donc une organisation industrielle. Plus le portefeuille de banque est important, plus le risque est élevé. Encore une fois, goûte à la loi des grands nombres. La banque de détail est une activité extrêmement concurrentielle. Après prise en compte du coût du risque, les marges bénéficiaires sont très minces. Les prêts bancaires sont des produits assez classiques. Il est donc relativement facile pour les clients de monter une banque contre une autre pour obtenir des conditions plus favorables. Les banques de détail ont développé des services annexes pour ajouter de la valeur aux produits qu'elles proposent à leurs clients entreprises. En conséquence, ils offrent une variété de moyens de paiement pour aider les entreprises à déplacer efficacement des fonds d'un endroit à un autre. Ils aident également les clients à gérer le flux de trésorerie ou leur placement à court terme. Un pôle de banque de détail comprend également généralement certains services financiers spécifiques aux particuliers, par exemple le crédit à la consommation ou aux entreprises, à facturage, crédit bail, etc. Ces services étant principalement utilisés par les petites et moyennes entreprises. Banque de financement et d'investissement fournit aux grandes entreprises des services sophistiqués. Ces banques comptent tout au plus quelques milliers de clients et proposent principalement les services suivants. Accès au marché actions, equity, capital market. Les banques d'affaires accompagnent les entreprises dans la préparation et la réalisation des introductions en bourse. Plus tard, les banques d'investissement peuvent continuer à aider ces entreprises en levant des fonds supplémentaires par le biais d'augmentation de capital. Ils conseillent également les entreprises sur l'émission d'instruments susceptibles de devenir un jour des actions, tels que les warrants et des obligations convertibles. Accès au marché obligataire, marché de la dette. Euh, de même, les banques d'investissement aident les grandes et moyennes entreprises à lever de fonds directement auprès des investisseurs par l'émission d'obligations. Technique de placement de titres et notamment le rôle de la banque d'investissement dans ce type, c'est dans la salle des marchés de la banque d'investissement que son rôle de matchmaker entre l'investisseur et l'émetteur prend tout son sens, pleine signification. Financement bancaire, crédit syndiqué, ligne bilatérale, financement structuré. Service de conseil en fusion et acquisition. Merger and acquisition. Ces services de banque d'investissement ne sont pas directement liés au financement des entreprises ou au marché des capitaux, bien qu'une émission publique d'obligations ou d'actions accompagne souvent une acquisition. Accès au marché d'échange des taux d'intérêt et des matières premières pour la couverture du risque. La banque utilise également ses pupitres pour spéculer pour son propre compte. Gestion d'actifs à ses propres clients, investisseurs industriels et particuliers fortunés, mais sert également une partie des clients de la banque de terre via des fonds communs de placement. Le pôle gestion d'actifs peut parfois recourir à certains produits adaptés pour le rôle banque d'investissement, couverture et exécution d'ordre. Cette activité est de plus en plus opérée par des acteurs indépendants, totalement ou partiellement des grandes banques. Outre ces groupes bancaires mondiaux opérant sur l'ensemble des activités bancaires, certains acteurs se sont concentrés sur certains services ciblés comme les fusions-acquisitions et la gestion d'actifs.
Lazare et Rothschild, par exemple, ou des zones géographiques spécifiques, Mediobanca et Lloyds Bank, par exemple. La crise de 2008 a démontré le rôle central joué par les banques dans l'économie. Ce sont des fournisseurs de liquidités. Il est aussi un indicateur de l'aversion au risque des investisseurs. Le devoir fondamental d'une banque est d'évaluer le risque et de le reconditionner tout en éliminant le risque diversifiable. Quel que soit le business model, les acteurs les moins bien gérés ont été touchés. Northern Rock, Fortis, Wachovia pour les banques de détail, Bear Stearns, Lehman Brothers pour les banques d'investissement, Citi pour les banques universelles. Il ne semble pas y avoir de meilleur modèle économique que certains acteurs sont simplement mieux gérés que d'autres. Cadre théorique, marché efficient. Un marché efficient est un marché sur lequel les prix des titres financiers à tout moment reflètent rapidement toutes les informations pertinentes disponibles. Les termes marché parfait ou marché en équilibre sont synonymes de marché efficient. Dans un marché efficient, les prix reflètent instantanément les conséquences des événements passés et toutes les attentes concernant les événements futurs. Comme tous les facteurs connus sont déjà intégrés dans les prix, il est donc impossible de prévoir les variations futures du prix d'un instrument financier. Seules de nouvelles informations modifieront la valeur du titre. Les informations futures sont, par exemple, futures sont par définition imprévisibles, de sorte que les variations du prix d'un titre sont aléatoires. C'est l'origine du caractère de marché aléatoire des rendements sur le marché boursier. La concurrence entre les investisseurs financiers est si féroce que les prix s'ajustent presque instantanément aux nouvelles informations. À chaque instant, un instrument financier s'échange à un prix déterminé par son rendement et son risque. Eugène Fama, 1970, a développé les trois tests suivants pour déterminer si un marché est efficace. Capacité à prévoir les prix, réponse du marché à des événements spécifiques, l'impact de l'information privilégiée sur le marché. Voilà, c'est un concept théorique, le concept de marché efficient, efficient market. Et c'est un concept très important parce que les modèles d'évaluation des actions, à savoir les modèles de William Sharpe, le CAPM, le MEDAF, le modèle d'évaluation des valeurs mobilières, Capital Asset Pricing Model, CAPM, ce modèle a supposé que bien d'autres modèles d'évaluation, tous ces modèles ont supposé que le marché est efficient. C'est quoi un marché financier efficient? Un marché financier efficient, c'est un marché où la valeur des titres reflète toutes les informations passées et futures sur le titre. Dans un marché efficient de forme faible, il est impossible de prédire les rendements futurs. Les prix existants reflètent déjà toutes les informations qui peuvent être tirées de l'étude des prix passés et du volume de transactions. L'hypothèse du marché efficace dit que l'analyse technique n'a aucune valeur pratique, pas plus que les martingales au sens ordinaire et non mathématique. Par exemple, la notion que si une action monte 3 fois de suite, achetez-la. S'il baisse 2 fois de suite, vendez-le, n'est pas pertinent. De même, l'hypothèse de marché efficace dit que les modèles reliant les rendements futurs au taux d'intérêt, au rendement des dividendes, à l'écart entre le taux d'intérêt et court terme et long terme, ou à d'autres paramètres sont tout aussi sans valeur. Un marché efficace semi-fort reflète toutes les informations accessibles au public, telles que trouvées dans les rapports annuels, les articles de journaux et de magazines, les prospectus, les annonces de nouveaux contrats, d'une fusion, d'une augmentation de dividendes, etc. Cette hypothèse peut être testée empiriquement par l'étude de la réaction du prix du marché aux événements de l'entreprise, Event Studies. En fait, le prix d'une action réagit immédiatement
À toute annonce de nouvelles informations pertinentes concernant une entreprise dans un marché efficient, aucun impact ne devrait être observable avant l'annonce et ni pendant les jours suivant l'annonce. En d'autres termes, les prix ne devraient s'ajuster rapidement qu'au moment où toute nouvelle information est annoncée. Afin d'éviter que les investisseurs ayant préalablement accès à l'information ne l'utilisent à leur avantage et donc au détriment des autres investisseurs, les régulateurs boursiers proposent aux entreprises de communiquer avant l'ouverture du marché ou après la fermeture du marché ou de suspendre la cotation avant la mi-mars. L'annonce en séance d'information fortement susceptible d'avoir un impact significatif sur le cours de l'action. La négociation reprend quelques heures plus tard ou le lendemain afin de s'assurer que toutes les parties intéressées reçoivent l'information. Ensuite, lorsque les échanges reprennent, aucun investisseur n'a été lésé. Dans un marché financier fortement efficient, les investisseurs disposent d'informations privilégiées ou d'initiés ou disposant d'un monopole sur certaines informations ne sont pas en mesure d'influencer le cours des titres. Cela n'est vrai que lorsque les régulateurs des marchés financiers ont le pouvoir d'interdire et de sanctionner l'utilisation d'informations privilégiées. En théorie, les gérants professionnels disposent d'une expertise censée leur permettre d'afficher de meilleures performances que la moyenne du marché. Cependant, sans utiliser d'informations privilégiées, l'hypothèse du marché efficace indique que les experts du marché n'ont aucun avantage sur le profane. En effet, dans un marché efficient, la performance des experts est légèrement inférieure à la moyenne du marché, dans une proportion directement liée aux frais de gestion qu'ils prélèvent. Les marchés réels se rapprochent de la théorie d'un marché efficient lorsque les participants ont accès à peu de frais à toutes les informations. Les coûts de transaction sont faibles, le marché est liquide et les investisseurs sont rationnels. Prenons l'exemple d'une action dont le prix devait augmenter de 10% demain. Dans un marché efficient, son prix montera aujourd'hui à un niveau cohérent avec le gain attendu. Le prix de demain sera réduit à aujourd'hui. Le prix aujourd'hui devient une estimation de la valeur du prix de demain. En général, si nous essayons d'expliquer pourquoi les marchés financiers ont différents degrés d'efficacité, nous pourrions dire que plus les coûts de transaction sont faibles, plus un marché efficace doit permettre d'établir rapidement un équilibre entre l'offre et la demande. Les coûts de transaction sont un facteur clé pour permettre l'ajustement de l'offre et de la demande du titre et de capitaux. Les frais de courtage ont un impact sur la rapidité avec laquelle un marché atteint l'équilibre. Dans un marché efficient, les transactions n'ont pas de frais qui leur sont associés, ni frais de souscription lorsque les titres sont émis, ni frais de négociation lorsque les titres sont achetés ou vendus. Lorsque d'autres facteurs liés aux transactions sont introduits, tels que le temps nécessaire pour approuver et publier les informations, ils peuvent ralentir la réalisation de l'équilibre du marché. Plus un marché est liquide, plus il est efficace. Plus un titre est négocié fréquemment, plus de nouvelles informations peuvent être intégrées rapidement dans le cours de l'action. À l'inverse, les titres non liquides reflètent relativement lentement les informations disponibles. Les investisseurs ne peuvent pas profiter des délais de simulation des informations car les volumes d'échanges et de transactions sont faibles. Les recherches sur l'importance de ce phénomène ont démontré qu'il existe une relation statistique entre la liquidité et le taux de rendement requis. Cela indique l'existence d'une prime de risque qui varie en sens inverse de la liquidité du titre. La prime équivaut à une récompense pour avoir supporté la non-liquidité, c'est-à-dire lorsque le marché ne fonctionne pas efficacement. Plus les investisseurs sont rationnels, plus un marché est efficace. Les individus sont dits rationnels lorsque leurs actions sont cohérentes avec les informations qu'ils reçoivent. Lorsque de bonnes nouvelles inattendues sont annoncées, les investisseurs rationnels doivent acheter une action et non la vendre. Pour un niveau de risque donné, les investisseurs rationnels doivent également essayer de maximiser le gain
potentiel. Un autre cadre théorique en construction, la finance comportementale. Depuis la fin des années 1960, un grand nombre de travaux de recherche se sont concentrés sur les tests d'efficacité des marchés. C'est probablement l'hypothèse la plus éprouvée de la finance. Plusieurs anomalies tendent à aller à l'encontre de l'efficacité des marchés ont été mises en évidence. Excès de volatilité. Le premier problème avec les théories des marchés efficients semble très intuitif. Comment les marchés peuvent-ils être aussi volatiles? Les informations sur Apple ne sont pas publiées toutes les secondes. Néanmoins, le cours de l'action évolue à chaque instant. Il semble y avoir une sorte de bruit autour de la valeur fondamentale. Comme l'a décrit Benoît Mandelbrot, qui a été le premier à utiliser les fractales en économie, les prix évoluent de manière discrète plutôt que de manière continue. Double cotation et fonds fermés. Les doubles cotations sont des actions de sociétés jumelles cotées sur deux marchés différents. Leur flux de dividendes est par définition identique, mais on peut observer que le prix peut différer sur une longue période de temps. De même, le prix d'un fonds fermé, constitué d'actions de sociétés cotées, peut différer de la somme de la valeur de ses composants. La décote conglomérale ne peut expliquer l'ampleur de la décote pour certains fonds et certainement pas la prime pour certains autres. Il est intéressant de voir que ces rabais peuvent prévaloir sur une longue période de temps, rendant ainsi tout arbitrage, bien que facile à conceptualiser, difficile à mettre en place. Anomalie du calendrier. Les actions semblent moins bien performer le lundi que les autres jours de la semaine et offrent des rendements plus élevés au mois de janvier par rapport aux autres mois de l'année, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Néanmoins, ces anomalies calendriers ne sont pas suffisamment significatives pour permettre un arbitrage systématique et rentable compte tenu des coûts de transaction. Pour chacune de ces observations, des justifications cohérentes avec la rationalité du comportement des investisseurs peuvent être avancées. Anomalie météorologique. Il y a une observation constante que les cours boursiers performent mieux quand le soleil brille que quand il pleut. Là encore, bien que statistiquement significatives, ces anomalies ne sont pas suffisamment significatives pour générer des opportunités d'arbitrage. Il y a des raisons de penser que la théorie du marché efficient n'est pas valide. Néanmoins, Eugène Fama, l'un des fondateurs de cette théorie, le défend vigoureusement. Il remet en cause les méthodologies utilisées pour trouver des anomalies, en particulier pour la surréaction des marchés. La finance comportementale rejette l'hypothèse fondatrice de l'efficacité des marchés et si les investisseurs n'étaient pas rationnels. Il essaie de s'appuyer sur d'autres domaines des sciences sociales pour tirer de nouvelles conclusions. Par exemple, les économistes travailleront avec les neuroscientifiques pour comprendre les choix économiques individuels. Les chercheurs en finance seront aidés par des psychologues pour comprendre le comportement réel des investisseurs lorsqu'ils font un choix d'investissement. Cela nous permet de supposer que les décisions sont influencées par les circonstances et l'environnement. L'un des premiers tests pour comprendre le raisonnement des gens faisant un choix est basé sur la loterie, gain avec certaines probabilités. On peut observer les attitudes suivantes. Les gains et les pertes ne sont pas traités de la même manière par les investisseurs. Ils prennent donc des risques lorsque la probabilité de perte est élevée. Ils préfèrent 50% de chances de perdre et 100 à perdre 50 à coup sûr, alors qu'ils préfèrent un petit gain si la probabilité est élevée, obtenir 50 à coup sûr plutôt qu'une chance de 50 de 100. Si la différence delta de la probabilité est étroite, l'investisseur choisira la loterie avec le rendement le plus élevé possible. Mais si le delta de probabilité est élevé, l'investisseur pensera en termes de rendement moyen pondéré.
Le manque de rationalité de certains investisseurs ne serait pas un problème si l'arbitrage permettait de corriger les anomalies et si l'efficacité pouvait être rapidement ramenée. Malheureusement, des anomalies peuvent être observées sur le long terme. La théorie du mimétisme est une illustration de la finance comportementale. L'économiste André Orléans a distingué trois types de mimétisme. Mimétisme normatif, que l'on pourrait aussi appeler conformisme. Son impact sur la finance est limité et dépasse le cadre de ce texte. Le mimétisme informationnel, qui consiste à limiter les autres parce qu'ils en savent soi-disant plus. Il constitue une réponse rationnelle à un problème de diffusion de l'information, à condition que la proportion d'imitateurs dans le groupe ne soit pas trop élevée. Sinon, même si elle n'est pas conforme aux données économiques objectives, l'imitation renforce le choix le plus populaire, ce qui peut alors nuire à une diffusion efficace de l'information. Auto-imitation qui tente de prédire le comportement de la majorité afin de l'imiter. La bonne décision dépend alors du comportement collectif et tous les autres acteurs du marché et peut devenir une prophétie auto-réalisatrice, c'est-à-dire un équilibre qui existe parce que tout le monde pense qu'il existera. Ce comportement s'écarte de l'analyse économique traditionnelle qui considère que la valeur financière résulte de la valeur économique réelle. Mais le mimétisme peut expliquer les bulles spéculatives. Les phénomènes mimétiques peuvent être accentués par le trading de programmes, qui implique les programmes informatiques utilisés pour certaines commerciaux qui s'appuient sur les décisions d'achat ou de vente préprogrammées. Ces programmes peuvent programmer la liquidation d'une position, c'est-à-dire la vente d'un investissement, si la perte dépasse un certain niveau. Un problème pratique avec de tels programmes a été illustré le 6 mai 2010 par le flash crash du Dow Jones qui a perdu 9% en 5 minutes avant de récupérer cette perte 20 minutes plus tard. Il est facile de critiquer, mais plus difficile de conclure. Si certains veulent détruire la théorie du marché efficace, ils devront proposer une alternative viable. À ce jour, les modèles proposés par les behavioristes ne sont pas utilisables, notamment en finance d'entreprise. Ils se contentent de modéliser le comportement des investisseurs vis-à-vis des décisions d'investissement et des produits. Pardon. On peut anticiper qu'à l'avenir, le cadre théorique de la finance améliorera l'approche rigoureuse des théories néoclassiques dans la théorie des marchés efficients, à la compréhension plus réaliste du processus de décision des investisseurs qu'apportera la finance comportementale. Comportement des investisseurs. À tout moment, chaque investisseur est soit un hedger, un spéculateur ou un arbitragiste. A. Couverture, hedging. Lorsqu'un investisseur tente de se protéger contre des risques qu'il ne souhaite pas assumer, on dit qu'il se couvre. Le terme se couvrir décrit un concept généralement qui sous-tend certaines décisions d'investissement, par exemple la décision d'associer un investissement à long terme à un financement à long terme, de financer un investissement industriel risqué avec des fonds propres plutôt qu'avec de la dette. C'est un comportement simple, naturel et sain pour les managers non financiers. La couverture protège la marge d'une entreprise manufacturière, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires et les dépenses, des incertitudes dans les domaines liés à l'expertise technique, aux ressources humaines, aux ventes et au marketing. La couverture permet de gérer la valeur économique d'un projet ou d'un métier indépendamment de fluctuations des marchés de capitaux. Ainsi, une entreprise européenne qui expose des produits vers les États-Unis exporte des produits vers les États-Unis peut vendre des dollars à terme contre des euros en se garantissant un taux de change fixe pour ses futurs revenus libellés en dollars. La société aura alors couvert son exposition aux fluctuations de taux de change.
Un investisseur se couvre lorsqu'il ne souhaite pas assumer un risque incalculé. Spéculation. Contrairement à la couverture qui élimine le risque en le transférant à une partie disposée à l'assumer, la spéculation est l'acceptation du risque. Un spéculateur prend position lorsqu'il fait pas un pari sur la valeur future d'un actif. Il pense que son prix va augmenter s'il l'achète. S'il monte, il gagne le pari, sinon il perd. Soit s'il doit recevoir des dollars dans un mois, il peut ne rien faire maintenant parce qu'il pense que la valeur du dollar augmentera d'ici là. S'il a des investissements à long terme à faire, il peut les financer avec des fonds propres à court terme, car il pense que les taux d'intérêt avec des fonds à court terme, car il pense que les taux d'intérêt vont baisser entre-temps et il pourra se refinancer à moindre coût plus tard. Ce comportement est diamétralement opposé à celui du hedger. Les commerçants sont des spéculateurs professionnels. Ils passent leur temps à acheter des devises, des obligations, des actions ou des options dont ils pensent qu'ils vont prendre de la valeur et ils les revendent lorsqu'ils pensent qu'elles sont sur le point de baisser. Sans surprise, leur devise est acheter bas, vendre haut, jouer au golf. Mais l'investisseur est aussi un spéculateur la plupart du temps. Lorsqu'un investisseur a des flux de trésorerie, il spécule sur l'avenir, c'est un point très important. Vous devez faire attention à ne pas intervenir, interpréter la spéculation de manière négative. Chaque investisseur spécule lorsqu'il investit. Mais cette spéculation n'est pas nécessairement imprudente. Elle est fondée sur une conviction, un ensemble de compétences et une analyse des risques encourus. La seule différence est que certains investisseurs spéculent plus que d'autres en prenant plus de risques. Les gens reprochent souvent au marché financier de permettre la spéculation. Pourtant, les spéculateurs jouent un rôle fondamental sur le marché, un rôle économiquement sain, en assumant des risques que les autres participants ne veulent pas accepter. De cette façon, les spéculateurs minimisent le risque porté par les autres. Ainsi, une entreprise manufacturière européenne dont le cours de la dette est les billions de dollars et que souhaite se prémunir contre le risque de change, c'est-à-dire une appréciation du dollar par rapport à l'euro, peut transférer ce risque en achetant à terme des dollars à un spéculateur prêt à prendre ce risque. En achetant des dollars à terme aujourd'hui, l'entreprise connaît le taux de change, dollar euro exact, auquel elle rembourse son prêt. Elle a ainsi éliminé son risque de change. À l'inverse, le spéculateur court le risque d'une fluctuation de la valeur du dollar entre le moment où ils vendent les dollars à terme à l'entreprise et le moment où ils les livrent, c'est-à-dire l'échéance du prêt de l'entreprise. De même, si les besoins de financement à long terme d'un marché ne sont pas satisfaits, mais qu'il existe un excédent d'épargne à court terme, alors tôt ou tard, un spéculateur doit heureusement prendre le risque d'emprunter à court terme pour prêter à long terme. Ce faisant, le spéculateur assume le risque d'intermédiation. Les bugs spéculatifs sont des événements isolés qui ne doivent pas remettre en cause l'utilité et le fonctionnement normal des marchés financiers. Quand on entend alors par marché spéculatif, un marché spéculatif est un marché dans lequel tous les participants sont des spéculateurs. Les forces de marché dissociées à la réalité économique deviennent auto-entretenues car tout le monde est sous l'emprise du même phénomène. Une fois qu'un nombre suffisant de spéculateurs pense qu'une action va monter, leur seul achat suffit à faire monter les cours de l'action. Leur exemple incite d'autres spéculateurs à emporter leur part. Le prix monte encore et ainsi de suite, mais au premier indice d'une révision à la baisse des anticipations, le mécanisme s'inverse et le cours de l'action chute brutalement. Lorsque cela se produit, de nombreux spéculateurs tenteront de liquider des positions afin de rembourser les emprunts contractés pour acheter des actions, en premier lieu accentuant ainsi davantage la chute. Arbitrage. Contrairement aux spéculateurs, l'arbitragiste n'a pas pour vocation d'assumer des risques. Lieu de cela, il essaie de réaliser un profit en exploitant les limites écarts qui peuvent apparaître sur différents marchés qui ne sont pas en équilibre. Un arbitragiste remarquera que les actions sauvées se négocient légèrement plus bas à Londres qu'à Bruxelles.
Il achète des sous-actions solvées à Londres et les revendra simultanément ou presque à un prix plus élevé à Bruxelles. En achetant à Londres, l'arbitragiste fait monter le prix à Londres. En venant à Bruxelles, il fait baisser le prix. Lui ou d'autres arbitragistes répètent ainsi le processus jusqu'à ce que le prix sur les deux marchés soit parfaitement aligné ou en équilibre. Sans mise de fonds globale ni prise de risque, l'arbitrage consiste à combiner plusieurs opérations qui génèrent in fine un profit. En principe, l'arbitragiste n'assume aucun risque, même si chaque transaction distincte comporte un certain degré de risque. En pratique, les arbitragistes prennent souvent un certain risque car leur comportement se situe à la frontière entre spéculation et arbitrage. Pour que l'arbitrage réussisse, les titres sous-jacents doivent être suffisamment liquides pour que les transactions soient exécutées simultanément. L'arbitrage est d'une importance primordiale dans un marché. En détruisant des opportunités au fur et à mesure qu'il les découvre, l'arbitrage participe au développement de nombreux marchés en créant de la liquidité. Il élimine également les imperfections temporaires qui peuvent apparaître de temps à autre. Dès que le déséquilibre apparaît, les arbitragistes achètent et vendent des actifs et augmentent la liquidité du marché. C'est par leurs actions même que le déséquilibre est réduit à zéro. Une fois l'équilibre atteint, les arbitragistes arrêtent de trader et attendent la prochaine opportunité. Grâce à l'arbitrage, tous les prix sur tous les marchés pour un actif donné sont égaux à un instant donné. L'arbitrage assure la fluidité entre les marchés et contribue à leur liquidité. C'est le comportement de base qui garantit l'efficacité du marché. Tout au long de ce livre, vous verrez que les miracles financiers sont impossibles car l'arbitrage uniformise les règles du jeu entre actifs présentant le même niveau de risque. La liquidité du marché et les progrès de la technologie rendent les opérations d'arbitrage de plus en plus complexes et rares. En particulier, l'exemple donné de Solvay est intéressant pour comprendre le concept d'arbitrage, mais il n'existe plus. Vous devez également être conscient que les trois types de comportements décrits ici ne correspondent pas à trois catégories d'investisseurs qui s'excluent mutuellement. Un acteur de marché qui est principalement un spéculateur peut mener des activités d'arbitrage ou couvrir partiellement sa position. Un hedgeur peut décider de ne couvrir qu'une partie de sa position et de spéculer sur le partie restante. De plus, ces trois types de comportements existent simultanément sur tous les marchés. Un marché ne peut fonctionner uniquement avec des hedgers car il n'y aura personne pour assumer les risques qu'ils ne veulent pas prendre. Comme nous l'avons vu plus haut, un marché composé uniquement de spéculateurs n'est pas viable non plus. Enfin, un marché composé uniquement d'arbitragistes serait encore plus difficile à imaginer. Un marché fluide, liquide et efficace, les bons prix lorsque c'est inclut des opérateurs en couverture, des spéculateurs et des arbitragistes. Le lecteur ne sera pas dupe de l'utilisation familière de certains mots. Les hedge funds n'opèrent pas d'opérations de couverture, mais sont le plus souvent impliqués dans la spéculation. Sinon, comment expliquer qu'ils puissent gagner ou perdre des millions de dollars en quelques jours? Merci pour votre attention et au revoir.